www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. Les émigrants, d'après le roman de W.G. Sebald, c'est un spectacle de Christiane Lupa à l'Odéon Théâtre. Burn Baby Burn de Karine Lacroix, mise en scène d'Adrien Lemaire, que j'ai vu au théâtre du Gymnase Maribel. Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, la mise en scène est d'Emmanuel de Marcy-Motta et c'est au théâtre de la ville Sarah Bernard. Que nous l'avons vu, et je vous parlerai aussi des Enchantements de Clémence Attard, c'est au théâtre de l'Œuvre. Age of Content de la compagnie La Horde, le ballet national de Marseille que j'ai vu à la MAC de Créteil. Et puis des spectacles, disons, très rapides et qui ne restent pas longtemps à l'affiche, mais un peu particuliers. C'est La trapéziste et le philosophe, et puis Combat et métamorphose d'une femme, de Jules Costas d'un côté et d'Édouard Louis de l'autre, que j'ai vu au studio Théâtre de Stein. Au théâtre de Poche, Chateaubriand, Les Mémoires d'Outre-Tombe, adaptation et interprétation Hervé Briot. Alors, les émigrants, c'est toute une histoire, hein. On aurait dû voir ça à Avignon. À Genève même avant. À Genève avant, mais non, ça c'est pas pour nous, mais à Avignon. Et puis, nous, on n'a pas pu le voir parce que des histoires d'argent, bref. Non, de rapports difficiles entre techniciens voilà. et metteurs en scène, bon. peut-être. Et alors moi je voulais le voir aussi, mais il restait plus de place, mais toi tu as eu de la chance. Mais quand j'ai vu 4 heures, plus de 4 heures quand même. 4 heures avec bon, alors j'ai peut-être moins de regrets quand même. Oui, donc moi je connaissais pas cet auteur allemand qui s'appelle Winfried Georg Sebald. Il a émigré aux États-Unis, il est né en 1944, on dit qu'il a un traumatisme, il est né après-guerre. Et son père jamais ne lui avait parlé des camps de concentration. Alors, c'est l'adaptation d'un roman dans lequel il y a 4 histoires. Mais Christiane Lupa en a choisi que 2. Et donc, cet écrivain, il écrit sur des personnes authentiques, mais qu'il a un peu connues, dont il ne connaît pas toute l'histoire. Donc, c'est une écriture entre fiction et documentaire. C'est une écriture de quête, de transposition, de reconstitution, d'interprétation par la mémoire. Alors il va évoquer d'abord Sebald, l'histoire de son instituteur, Paul Rebeter, esprit libre, esprit pacifiste, etc. Donc qui a été empêché d'exercer son métier d'instituteur parce qu'il était juif. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le roman, Sebald utilise des photos, des documents d'archives. Donc on comprend très bien que Christiane Lupa ait voulu recourir à l'image et notamment à la vidéo. Moi, j'ai trouvé que dans la première partie, il y avait un suremploi de la vidéo. J'ai eu le sentiment qu'il y avait des films dans cette pièce de théâtre. Alors, les comédiens, ils sont à l'écran et puis ils sont aussi sur scène. On a par exemple un film avec l'instituteur, interprété par Manuel Valade, qui a été tourné avec des jeunes enfants. Bon, était-ce nécessaire? Puisqu'après, on va avoir une scène de théâtre qui est très belle, en fait, puisque c'est la scène d'école et que là, moi, j'ai vu une référence à Cantor. Ensuite, on a ce que j'appelle un long film sur la compagne de l'instituteur, qui a été Hélène, qui a été déportée. Donc, j'ai été un petit peu gênée par cette importance de la vidéo. C'était avant l'entracte. Alors ensuite, on a l'entracte, deuxième partie. Et là, le personnage, c'est celui du grand-oncle de Sebald,
Ambrose, qui s'appelle Ambrose Adelwart, qu'il n'a pas connu, dont il va reconstituer l'histoire en allant voir sa tante. Alors ce grand-oncle a été le majordome et l'amant de Cosmo Salomon. Donc dans les deux parties, c'est un univers tragique parce que dans les deux cas, il y a eu suicide. Par contre là, cette deuxième partie, moi je l'ai trouvée plus mystérieuse, plus énigmatique, parce que j'ai trouvé que l'emploi de la vidéo et de la scène était complémentaire. C'est-à-dire qu'on avait l'écran de vidéo qui s'abaissait, mais pas sur la totalité de la scène. Donc on voyait des scènes et en plus on voyait des personnages par transparence. Et là j'ai trouvé que c'était mieux pour que l'on sente que ces personnages étaient ressuscités par la mémoire. Sur scène, on a le décor d'une maison, enfin, sans les toits, alors on peut supposer que c'est la guerre, etc. On a les pans de murs. Il y aura aussi dans la deuxième partie de petits effets visuels qui seront très intéressants à partir de ce décor. Alors, il y a quelques spectateurs, certes, qui sont partis... Qui ne sont pas revenus après l'entracte. Qui ne sont pas revenus après l'entracte, mais c'était bien de rester jusqu'au fond. Mais je les comprends un petit peu. Tu n'avais pas le choix, toi. Non, mais moi, je voulais, de toute façon. Moi, je ne peux pas partir avant que cela soit terminé. Parce que je trouve non, mais quand on ne paye pas, on ne peut pas partir. Oui, non. Et puis, la scénographie, c'est vrai que pour moi, ça a fonctionné. Donc, je ne peux que défendre ce spectacle, même si je reconnais que c'est exigeant, que c'est difficile, parce que le texte est parfois susurré, murmuré. Mais cette vidéo, j'ai trouvé que c'était bien. C'était une mise en abîme d'un écran entre les personnages et l'écrivain, que l'écrivain doit casser, et puis un écran entre les comédiens et les spectateurs. Donc c'est à l'Odéon Théâtre. André, donc Burn Baby Burn, très joli titre. C'est le titre d'une chanson du début du siècle 2001, une chanson irlandaise très connue, mais qui a servi pour inspirer un texte de théâtre, un texte dramatique. Ça a été mis en scène la première fois en 2010 au Théâtre Studio de la Comédie Française. Donc, ce texte, c'est Karine Lacroix. Et bien, j'ai découvert Karine Lacroix et je ne regrette pas. Et alors, ce que j'ai trouvé ça assez extraordinaire, c'est que ça n'a pas pris une ride. Alors, ça raconte quoi ? C'est pas facile. On est dans une station essence abandonnée. Et là, on a une jeune fille très exubérante, très jeune. Et quand arrive une autre qui s'appelle Violette, qui est là, et ça va être la relation assez particulière de ce rapport d'amour et de force entre ces deux jeunes filles, jusqu'à ce qu'arrive, spoiler le truc, le livreur de pizza. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une exploration. À la fois, il y a un côté, je ne sais pas si c'est féministe, mais il y a un côté, on n'a pas besoin des hommes d'une certaine manière. Et d'un autre côté, il y a ce rapport de force qui est finalement assez macho d'une certaine manière entre ces deux femmes. Donc ça donne quelque chose de très particulier. Et moi, écoutez, j'ai trouvé que c'était bien joué, bien scénographié, bien mis en scène. Voilà, je pense que ça rend très bien compte de ce texte. Et voilà, c'est une écriture originale, intéressante, qui est à la fois sur la psychologie, mais la société en même temps. On a justement cette espèce d'invitation du psychologique et du social en même temps, parce que c'est pas pour rien, là, c'est pas n'importe quelle personne socialement qui sont comme ça. Donc, c'est très intéressant. J'étais que la 3e. Donc, vous avez quelques temps pour aller voir ce très bon spectacle mis en scène d'Adrien Lemaire au théâtre du gymnase Maribel, petit théâtre gymnase, avec Adèle et Sedger qui joue Violette, Mathilde Frété, qui est la teneuse, elle est formidable, Mathilde Frété, de l'endroit, et Tom Lovigui. Alors,
on va peut-être enchaîner, enchaîner, oui, Chantal. bien sûr. On va passer de la virgule, mais alors le songe d'une nuit d'été. Nous avons vu ça tous les deux. Oui, au théâtre de la ville. Alors, bon, je vais commencer parce que c'est moi qui suis le plus critique des deux. Au théâtre de la ville. Alors, ça a été transformé. J'y étais une fois, mais je n'ai pas fait très attention. Je voudrais dire une chose. Alors, ça, c'est très personnel. Mais architecturalement, mais qu'est-ce que c'est laid? Mais qu'est-ce que c'est laid, ces escaliers tout beige là, ça n'a aucune consistance architecturalement. Bon, déjà j'ai trouvé ça. Alors ensuite la salle, elle est, alors c'est une belle jauge, il doit y avoir 1000 et quelques places, 1200 places, bon, mais c'est d'une verticalité extraordinaire. Alors moi j'étais assis tout en haut. Alors je sais pas si c'est pour ça que j'ai eu des problèmes pour rentrer dans le spectacle, mais moi je sais pas, moi ça m'arrive très souvent, enfin ça m'est arrivé, bon c'est vrai qu'on est souvent très bien placé quand on est critique, mais ça m'est arrivé aussi d'être tout en haut, ça m'est arrivé à Avignon dans le Palais des Papes, c'est quand même une grande salle aussi, et pourtant j'avais adoré le spectacle qu'il y avait dedans. J'ai été aussi au TNP au dernier rang et j'ai adoré le spectacle, le Joie Wad qui avait... Donc là, c'est très esthétique. Il y a beaucoup de travail sur les décors, sur la scénographie, des belles forêts, un petit peu comme à la colline dont je vous ai parlé. Je ne sais pas comment c'est fait d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est fait par du 3D, enfin en relief, mais en même temps on y croit vraiment, on voit que les arbres sont là, alors à mon avis... Mais bon, ça, ce côté-là, mais à côté de ça... il y a quelque chose qui, pour moi, fait que je ne suis pas rentré dans l'histoire. Chantal. Oui, alors donc l'histoire, c'est des histoires d'amour, André. Oui, c'est les songes d'une nuit d'été. C'est le songe d'une nuit d'été. Alors on peut quand même rappeler rapidement. Oui, oui. C'est Hermia qui va fuir avec son amant Lysandre. Pourquoi ? Parce que son père, Égée, veut la marier avec un autre. Donc il y a aussi des histoires de couple du côté des elfes. Qui se trompent d'ailleurs. C'est assez drôle parce qu'il y a un côté très comique. Enfin, oui, il y a Oberon et Titania qui se disputent, et puis il y a la reine et son jeune amant, Hippolyte, qui doivent se marier, donc il doit y avoir des fêtes, et il doit y avoir notamment du théâtre. Alors moi j'avoue que j'ai été éblouie par la scénographie, parce qu'on part d'un carré blanc, lumineux, magique. Ça va être une scénographie d'obscurité avec des éclats de lumière. C'est la lumière sur les visages qui permettent l'apparition, la disparition des personnages. Il y a des trappes qui nous permettent de découvrir les personnages. Cela vient du souterrain. On a l'impression d'être allé du côté de la forêt profonde. Moi, j'ai cru à un moment donné qu'il y avait véritablement des troncs sur la scène, avec bien sûr des effets visuels. Et puis, moi, j'aime aussi la beauté des costumes, parce qu'il y a une élégance, parce qu'en général, quand c'est les elfes, ceux qui sont des souterrains, ce n'est pas forcément très beau, tandis qu'il y a des costumes très beaux. Il y a Titania, qui est la reine du côté des elfes. Elle a une robe colorée. À un moment donné, elle va disparaître sous la trappe, et donc la robe se déploie. C'est véritablement très beau. Écoute, il y a des comédiens, mais tous les comédiens sont excellents. Moi, je citerai Valérie Dachoun, qui est flamboyante en Titania, mais j'ai remarqué Élodie Boucher dans le rôle d'Héléna. C'est l'amoureuse éplorée qui est rejetée, qui n'est jamais aimée. Elle est d'une grande expressivité, d'une grande sensibilité, et tout le spectacle du théâtre, nous emmène vers l'apothéose, la scène de théâtre ou dans le théâtre, où on a Bottom, Gérard Maillet. On a l'impression qu'il incarne tous les comédiens. Donc moi, j'ai vu une scénographie
adapté à Shakespeare, qui va au bout de la magie, qui va jusqu'au bout du son, jusqu'au bout du conte. Ben voilà, c'est ça le théâtre. Hein. On voit la même chose et on voit pas la même chose quand on est spectateur. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est ça le spectacle du théâtre. Ça fait partie de sa magie aussi. Alors, alors André, les enchantements, alors as-tu été enchanté puisque le songe d'été aujourd'hui, je crois que je suis pas de bonne humeur. Je sais pas ce qui se passe. Non, j'ai vu ça au théâtre ouvert. Alors, il y a quelque chose qui m'a plu dans ce spectacle. C'est l'écriture. Enfin, c'est compliqué. L'écriture m'a plu et déplu à la fois. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'auteur, Clémence Attard, se sert du parler des jeunes. Vraiment. C'est-à-dire que c'est 100% hein, la langue des jeunes telle qu'on l'entend dans les lycées, partout. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est pas si souvent qu'on a ça au théâtre, cette langue-là. Après, ce qu'elle nous raconte, ça m'intéresse pas du tout. Hein, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la concurrence d'un groupe de filles et d'un groupe de garçons pour savoir qui c'est qui va, puisque la piscine est fermée, qui va faire une petite piscine sur sa terrasse en haut. Voilà. Bon. C'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un prétexte du jeu, mais je vois pas le sens, comment dire, l'intérêt final dramatique de ce spectacle. Et donc, à partir de là, les personnages sont là, mais leur relation, elle existe. Ça, c'est pas mal, mais ça ne progresse pas vers quelque chose. Donc, j'ai été un petit peu frustré. Bien que j'ai été intéressé par la langue, par ses enchantements. Chantal. De la danse. Le Ballet national de Marseille, Age of Content, je ne sais pas trop comment on traduit, mais ça peut être l'ère des contenus, l'ère de la création. Donc, alors là, j'ai beaucoup aimé ce ballet. Donc, c'est une conception et une mise en scène de Marine Brutti, Jonathan de Brouwer et Arthur Harel. C'est de la danse, mais il y a vraiment une mise en scène avec une situation particulière et du décor, et ça va évoluer tout au long de la représentation chorégraphique. Au départ, on a une sorte d'échafaudage, un parking, une porte de parking qui s'ouvrira, et au fond, le rideau entre en lieu dans la dramaturgie. Alors, la chorégraphie, elle va se faire avec une vraie voiture sur scène, bien sûr, qui a été un peu désossée, hein, dont on a la structure, mais qui va être téléguidée et qui va bouger. Là-dessus apparaît une danseuse, alors habillée avec un jogging qui est très joli, très saillant, gris, etc. On voit 2 grandes nattes noires et son visage, on a du mal à le remarquer parce que moi j'ai cru voir, peut-être y avait-il un bas, quelque chose hein, pour justement la cacher. Et elle a un rapport très conflictuel avec la voiture. Ensuite, les uns et les autres vont arriver. Il y a un moment donné, il y a une entrée très théâtralisée. C'est une sorte de glissade sous le rideau qui est très belle. Donc, ça va simuler en mouvement de danse, eh bien, des luttes, des rivalités pour convoiter cette voiture, et tous les danseurs sont exactement les mêmes. Alors on se demande si ce sont les clones de la première. Et on ne fait pas la différence entre garçons et filles. C'est assez dérangeant, c'est assez troublant. Deuxième partie, eh bien là, on entre encore plus dans le virtuel. Alors des saintes, enfin on nous fait croire que c'est des saintes, tombent
une danseuse qui va être peut-être un robot, en fait, qui ressemble à un avatar, un personnage qui a une démarche déhanchée, qui remue, qui a les jambes pliées, qui remue bien ses fesses, enfin, donc elle a l'air d'être mécanique. Elle sera accompagnée de son compère, alors qu'il est très mignon, avec son petit short rouge, et puis son pantalon de surfeur qui est un peu tombé, et donc on lui voit un peu l'arrêt des fesses, et le décor, magnifique. Alors, est-ce une autre planète? Est-ce la Lune? On voit du magma rouge, des grottes, c'est très curieux. Une danse très érotisée, très sexué. À un moment donné, il simule l'acte sexuel dans des positions un petit peu inconfortables. Alors, il y en aura des coups de rein lors de cette chorégraphie. Les rapports de domination sont bien illustrés. Là aussi, ça peut être un peu dérangeant. À un moment donné, il s'attrape par la bouche, il tire la bouche. Le visage devient grimaçant. Bon, on est un peu quand même perturbé, mais on regarde avec beaucoup d'intérêt. Et puis là, grande cassure dans le registre, dans le ton, parce que la dernière partie, eh bien, ça va être la horde tout entière qui est là, et ils sont très souriants, ils rient, et on a l'impression d'avoir peut-être une parodie ou un bout de comédie musicale, une reprise de comédie musicale. Alors les costumes, là, depuis la deuxième partie, sont faits pour que chaque danseur soit bien individualisé. Il marque un style. Alors moi, j'ai remarqué, par exemple, une danseuse qui avait une petite jupette très courte en jean. Alors on lui voyait sa petite culotte, elle avait son petit blouson. Tout ça, c'était très, très joli parce que dans la danse, il y avait beaucoup d'entrejambes et beaucoup d'écart. Donc, moi, j'ai bien suivi cette Age of Content, mais je comprends qu'il puisse y avoir quelques petites réserves sur la qualité artistique parce qu'en fait, le geste chorégraphié à proprement parler n'est pas si original, n'est pas si complexe que cela. C'est sa distribution, sa multiplication, sa circulation qui lui donne une grande intensité et une intensité collective. Donc moi j'ai découvert la Horde et j'en suis satisfaite. Ils étaient à la MAC de Créteil mais ils partent en tournée. Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis en deuxième position. Et tu as vu d'abord un lever de rideau, le trapéziste et non c'est la trapéziste et le philosophe de Gilles Costaz. Alors, la trapéziste et le philosophe, c'est assez particulier. Donc, on n'avait que 2 dates. Ça se jouait à 14h et à 20h. C'est 2 spectacles l'un après l'autre, mais c'est des spectacles officiels du studio Théâtre de Stein. C'est quand même pas assez particulier. Alors, la trapéziste et le philosophe, c'est Gilles Costaz, qui est un collègue à nous, je ne sais pas si tu vois, critique bien connu, qui a écrit cela pour Marina da Silva, parce que c'est quelqu'un qui adore le trapèze. Elle n'est pas acrobate de formation, mais acrobate de destination, parce que j'aime mieux dire que c'est assez impressionnant ce qu'elle nous fait au trapèze, et elle n'est pas non plus notre âge, on va dire. Et puis c'est donc, elle est en haut, c'est... au-dessus des spectateurs. Pas au-dessus, mais elle est au-dessus de lui. Ah. Parce que lui, et c'est Gilles Costaz qui pour la première fois est sur scène et joue le rôle du philosophe. Et alors, tandis que l'une
s'acrobatise au-dessus dans les positions les plus magnifiques. L'autre est en train de râler en dessous en disant que bon, c'est facile, hein, c'est facile de se faire son acrobate sur son trapèze, mais les idées, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus sérieux et que c'est là que sont véritablement l'acrobatie. Alors j'ai fait un petit sonnet pour illustrer ce spectacle. C'est un sonnet acrostiche. Explique. Par exemple, le premier vers, c'est trapèze et philo. Mais après, le trapèze et philo, c'est les initiales de tous les vers. Ensuite, tu vois. Ça, bon. Donc, trapèze et philo resteront trapèze et philo resteront à Stein, aujourd'hui-demain, pour faire leur bout. En drame studio, zigzagants humains, en da Silva main, et Costas démo. Tout en 10 minutes. Pour les vaines luttes, hautes des dessus. Il n'y a pas débat. L'art n'est pas en bas. On n'est pas déçu. Et puis, donc ça, c'était pour 10 minutes de ce petit spectacle, pour préparer un autre spectacle qui est donc Édouard Louis, combat et métamorphose d'une femme. Bon, on sait qui est Édouard Louis, hein, pour en finir avec... Eddie Bellegueule. Bellegueule, hein, qui est le nom, justement, de son père, mais il s'agit ici de sa mère. Hein, je crois, oui, je ne me trompe pas, peu importe. En tout cas, c'est un texte que je connaissais d'ailleurs, dans lequel Édouard Louis raconte comment cette femme, socialement, réduite, précaire, socialement et en tant que femme complètement exploitée, réduite, etc., a fini par se libérer, prendre sa liberté. Donc, à force de combat, se métamorphoser. Et donc, c'est cette espèce de dialogue entre mère et fils, et qui est là, incarné, sur scène par Marina Pastor et Louis Pastor. Alors, Louis, ça tombe bien, il s'appelle Louis. Ça tombe bien, il est le fils de sa mère, Marina. Mais autant Marina Pastor est une actrice très célèbre et reconnue, autant je pense qu'un peu comme Gilles Costas, Louis Pastor, ça ne veut pas être vraiment quelqu'un qui a l'habitude d'être sur scène. Donc, ça nous donne un spectacle là aussi intéressant, mais assez particulier, que j'ai vu donc au studio Théâtre de Stein, auquel je voudrais rendre hommage avec sa directrice. Voilà, c'est quand même un endroit qui propose des choses depuis toujours. Hein. On a l'habitude, même avec une autre direction, de ce oui. Moi, je suis allée voir des scénographies de Sylvain Maurice au studio Stein. Chantal, on termine par un certain romantique, un certain Chateaubriand. Oui, c'est la première fois, moi, quand j'écoute du texte de Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, c'est Hervé Briot qui a choisi les textes, qui a adapté, qui interprète ces Mémoires d'Outre-Tombe. Alors, il excelle. Hervé Briot, dans les seuls en scène, mais en compagnie des grands auteurs. Moi, je l'avais vu précédemment avec Montaigne, Philippe Tesson, qui est le directeur du Poche Montparnasse, lui avait suggéré de travailler... Qui était, directeur, c'est sa fille. Oui, c'est sa fille qui a repris le théâtre. Donc, lui avait suggéré de s'intéresser à Chateaubriand, de le monter. Il avait peur, mais je crois... Et puis, qu'il l'a fait. Et pour moi, c'est extrêmement bien réussi. Alors, il y a des points communs avec Montaigne, parce qu'il y a le retour sur soi, mais tu viens de le dire, il y a en plus la sensibilité exacerbée. Et là, les textes montrent bien, justement, l'aspect pré-romantique de Chateaubriand, son goût pour l'automne, son goût pour la solitude, et surtout, le rôle de l'imagination. Alors, on ouvre un peu les textes avec le personnage
personnage de Sylphide, ce personnage, cet idéal féminin que Chateaubriand a inventé quand il est jeune, et ça fermera aussi le spectacle. Alors moi, j'attendais un passage que j'aime beaucoup, c'est celui des soirées à Combourg, où la mère, Chateaubriand, François René, et puis Lucille, eh bien, attendent le départ du père. C'est très bien fait, parce qu'il y a des arrêts sur récits, et qui sont un petit peu des digressions sur l'écriture. On a une impression de fin de partie, de fin de voyage. Donc, il faut aller au théâtre Poche, Montparnasse, pour découvrir Hervé Briot, si vous ne le connaissez pas, avec les grands textes. On vous a parlé aussi de Combat et métamorphose d'une femme de Édouard Louis et de la trapéziste philosophe de Gilles Costaz au Studio Théâtre de Stein. La compagnie La Horde, Age of Content, Ballet National de Marseille, qui est en tournée, mais que j'ai vu à la MAC de Créteil. Les Enchanteurs, Clémence Attard, c'est au théâtre ouvert. Les Enchantements, merci. Et nous étions partagés sur Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, dans la mise en scène d'Emmanuel de Marcy, Motta. Au Théâtre de la Ville, Burn Baby Burn de Karine Lacroix, donc Adrien Lemaire qui met en scène de bonnes comédiennes et comédiens au Théâtre du Gymnase Maribel. Et un spectacle exigeant, très intéressant, Les Émigrants, d'après le roman de W.G. Sebald, spectacle de Christiane Lupa à l'Odéon Théâtre. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, donc dramatiques. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.